défendre le peuple quand même. Oui. Bon, petite mise au point. Petite mise au point, on va parler d'actualité, actualité récente, actualité de la semaine passée. Trump. Ah, Trump. Est-ce qu'on fait une petite introduction où on parle de comment est-ce qu'on l'a vécu, quelles sont nos impressions? Alors, si vous ne voyez pas dans une grotte, la semaine passée, Donald Trump a été élu pour son deuxième mandat non consécutif qui fait suite au mandat de Ben Laden. Ouah, le dérapage. Selim. J'ai même pas fait. Oui. De Biden. Oh mon Attends, Dieu. comme si le service de renseignement était pas déjà assez sur notre dos. J'allais dire au mandat de Ben Laden. Ouais, le fameux mandat de Ben Laden, ouais. Oh putain, bon, C'est un plaisir. Hein. Allez, ciao. Ouh là là. Aïe, aïe. Non, Quel mais lapsus. Tu sais, Freud l'avait dit, hein, les lapsus, Oh là ça a une là. signification. Hein. Oh là là, putain. Il a été élu à la deuxième tour. Tourne cette fois ta langue. Tourne cette fois. Mais je l'ai déjà fait la blague, du coup, la deuxième tour et tout, pour les tours Ben Laden, tout ça. Ouais, parce qu'on continue dans le machin. Allez, hop là. Du coup, qui fait suite au mandat de... Tu fais l'apologie du terrorisme? En vrai, Joe Biden, Oui. ça fourche assez vite quand même. Oui, il y a beaucoup de noms où ça fourche assez vite. Oui, effectivement. Qui fait suite au mandat de Joe Biden qui va s'éteindre bientôt, à mon avis. Hein, parce que, alors, putain, Son mandat ou Joe Biden tout court? Alors, son mandat pour sûr. Peut-être que lui va faire plus loin que son mandat, mais on ne sait pas. Et du coup, élection de re-Trump et tous les médias européens qui ne comprennent pas. Mais c'est pas possible, mais c'est un truc de fou, de nouveau, mais c'est vraiment fou. Et Trump, les Américains seraient-ils tous cons? est-ce qu'ils sont tous cons? Ils sont tous complètement fous, misogynes, xénophobes. Et puis de toute façon, ils s'en foutent de la vérité maintenant. Ils en ont plus rien à foutre. Et puis, il n'y a pas vraiment de raison apparente. Et puis pour nous, Européens, c'est très compliqué à comprendre comment ce Donald Trump a pu réaccéder au pouvoir. Et puis, bah, on a plein d'analyses, de reportages où on va chez les White Saviors, qui s'appellent? Non, comment? White trash. White trash, c'est l'inverse. Je suis en mode... c'est ça, un white savior. Je crois que c'est pas trop le truc. C'est un blanc qui se considère antiraciste et qui va faire beaucoup trop dans sa démarche en essayant d'aller sauver les personnes racisées à leur place. Donc c'est pas les white trash. Ok, c'est un vrai terme. White Ouais, savior, oui, ouais, okay. Tu sais, les films américains de white savior sur l'esclavage et où le héros principal n'est pas un noir mais c'est un blanc qui vient expliquer aux noirs de se libérer. C'est ça le principe du white savior. Ouais, ok. Donc c'est pas white trash. White trash, où ils vont t'interviewer le type qui est pour l'avortement, qui est dégueulasse. Concentre-toi, bordel! Qui est contre l'avortement. Je suis très fatigué, je te le dis. Qui est absolument dégueulasse, qui est misogyne, qui est tout ce que tu veux. Et puis on va dire que toute l'Amérique a voté comme ça. Et puis fin de l'histoire. Et ces discours sont, c'est d'un manque d'analyse. Alors moi, je sais pas si ce soir, je suis capable de vous fournir une analyse qui va aller plus loin que ça. À part que tout ce que je peux vous dire, c'est que cette année, j'en ai eu beaucoup plus rien à foutre qu'en 2016. Alors en 2016, je m'en souviens comme si c'était hier, perso. Et là, ouais, c'était quand même une surprise. Là, on s'y attendait un peu. Si je peux me permettre de donner une petite analyse très fine. Alors, évite de fourcher comme moi, parce que là, on est pas... Bon, la réélection de Trump, pour moi, s'explique essentiellement par un fait, c'est que c'est le résultat, quand tu passes une certaine crise économique des classes moyennes, et qu'il te manque un parti de gauche combatif et qui permette d'avoir des réponses pour ces personnes qui voient leur situation économique se dégrader. Après, il n'y a pas que ça quand même. Si, il n'y a que ça, Selim. Mais il n'y a pas non plus que ça, parce qu'il y a quand même le fait du triomphe de la bourgeoisie. Les deux ensemble vont. Par exemple, tu en as quand même un qui a Elon Musk, qui a le plus haut porte-voix qui existe. Non, mais tu ne peux pas dire que Kamala Harris n'est pas également une représentante de la bourgeoisie. Oui, mais du coup... C'est une bourgeoisie libérale face à une bourgeoisie conservatrice. Ouais. Ouais. Mais du coup, Trump n'y est pas pour rien non plus, parce que c'est comme si le manque de gauche l'a poussé comme ça par magie.
Non, non. Parce que justement... C'est certainement pas ce que je dis. Absolument. Il y a un travail de fond produit par les forces réactionnaires du pays, évidemment. Mais ce que je dis, c'est que quand tu regardes les chiffres absolus récoltés par Kamala Harris et par Trump, Trump n'a quasiment pas plus de voix que ce qu'il avait en 2020 face à Biden, alors que Kamala Harris a plus de 10 millions de voix en moins que Biden. Donc c'est les démocrates qui se sont démobilisés et pas les républicains qui se sont mieux mobilisés qu'en 2020. C'est pour ça que j'ai cette analyse-là, monsieur. Parce que moi, je suis allé chercher de la data. Je suis allé chercher les statistiques, d'accord ? Et oui, communiqué de Bernie Sanders qui explique assez ça et qui explique aussi le fait, l'abandon en fait. Bernie Sanders, je crois, hein, tu me corriges, Tata Marx, de ce que j'ai lu il y a une semaine, c'était vraiment ça, c'était qu'il a parlé vraiment de l'abandon des démocrates et que la grande différence, c'est qu'en 2016, les démocrates avaient plus ou moins complètement abandonné ce qu'on appelle justement ces white trash, très bien, les classes blanches dans le nord des États-Unis central, le nord et le centre des États-Unis, qui sont des zones hyper désindustrialisées et qui du coup sont dans une pauvreté et qui ont trouvé comment dire, résolution à leurs problèmes dans les idées dans la propagande des républicains, et que la grande différence c'est que cette année juste les démocrates ils ont abandonné tout le monde. Les pauvres blancs, les pauvres racisés, noirs, le truc, latinos. c'est que c'est pas que cette année, parce que le fait est que Joe Biden, on ne le voyait pas forcément avec ces yeux-là en tant qu'Européen et surtout en tant que gaucho, mais Joe Biden a été élu sur un programme qui était pour les États-Unis vachement à gauche. Et il avait promis énormément de choses vachement à gauche, avec le Green New Deal, avec l'effacement des dettes des étudiants et étudiantes, avec plein de choses comme ça. Donc, la défaite des démocrates s'explique par le manque de programme de Kamala Harris, le manque de possibilités de Kamala Harris de mobiliser, mais ça s'explique aussi par le principe qu'on voit souvent dans les systèmes présidentiels de tournus, parce que les gens, après avoir cru en Biden et les démocrates en votant pour lui, ont vu qu'en 4 ans, leur situation ne se sont pas améliorées. Donc ça a aussi été un retour de bâton pour les démocrates suite à la mauvaise présidence de Biden. C'est aussi ça ce qu'il faut voir. C'est que ce n'est pas forcément que contre Kamala Harris, c'est aussi contre Joe Biden et tout son mandat. Parce qu'elle est l'héritière du mandat de Joe Biden. Ça. Et peut-être quand même aussi le fait qu'elle soit quand même un peu une femme. Alors, ça n'aide pas. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Qu'elle soit un peu racisée aussi quand même. Ça n'aide pas non plus. On ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas la raison principale. Mais pour moi, ce n'est pas la raison principale. Et surtout, j'ai l'impression, mais ça demandera plus de temps d'analyse, mais j'ai l'impression que les gens qui ont voté déjà pour Joe Biden en 2020... que la majorité de ces gens ne sont pas suffisamment racistes ou misogynes pour préférer Trump à Kamala Harris. Tu vois et je voulais dire un autre. Et que du coup, la preuve, c'est que vraiment la raison, c'est qu'il y a eu une augmentation de l'abstention. C'est ça. Et aussi, j'avais trouvé une analyse sur où est-ce que ces voix étaient parties, où est-ce que les voix des républicains et des démocrates qui n'ont pas voté républicain ou démocrate cette année, où est-ce qu'elles sont parties? Et en fait, les démocrates, parfois on a l'impression quand c'est un deuxième tour comme ça de présidentiel, enfin aux États-Unis c'est pas un deuxième tour mais tu m'as compris, que s'il y a un parti qui a augmenté, c'est que c'est des électeurs qui avant votaient pour un autre parti et qui ensuite sont partis. Non, ça peut être avant ils étaient abstentionnistes et là ils se sont mis à voter, mais ça peut aussi être ils ont voté pour un tiers parti qui n'est pas un des deux grands. Et c'est ça ce que ça montre, c'est que les démocrates qui n'ont pas voté cette année pour Kamala Harris mais avaient voté pour Biden en 2020 ont majoritairement voté pour un troisième parti et non pas pour Donald Trump. Tu vois ? Et du coup, dans le système américain, c'est des voix qui sont perdues, quoi. Oui, mais pour dire que c'est pas des démocrates qui sont devenus trumpistes. Ouais, là, on a de nouveau l'impression que l'Amérique est trumpiste. Vraiment, on voit ces... Non, c'est 71 millions, ce qui fait déjà peur, mais 71 millions seulement d'Américains qui sont trumpistes.
Parce que les États-Unis, c'est quoi, 300 millions? 320 ou même plus, je crois. Ouais. Ouais. Parce que t'as tous les étrangers, les green cards, etc., qui peuvent pas voter, t'as les abstentionnistes, t'as tout ça. Donc, c'est... Non, parce que selon Trump, les migrants, ils votent. Oui, oui. Non, mais ça, c'est incroyable, hein, devant les bureaux de vote. Ouais. Mais en fait, ouais, il y a quand même, je pense, une grosse distorsion parce que nous, en Europe, on a vraiment l'impression que les gens qui votent pour Trump, bah justement, l'entièreté de ces 71 millions de personnes, c'est ces abrutis finis qui sont devant les bureaux de vote, là, et t'as tous ces médias qui vont, et t'es là, genre, ouais, les migrants... ils votent et tout, puis le type il est juste là genre non, les migrants ils votent pas. Oui, je crois qu'il y en a qui votent, j'en ai vu avant voter des migrants. T'as que des gens débiles comme ça, mais si tu enlèves ce filtre d'analyse qu'on a ici en Europe, tu te rends compte que c'est pas la cause principale et que c'est pas principalement ces gens qui ont mis Trump au pouvoir. Et genre les musulmans, moi de ce que j'ai vu, ça explique principalement au Michigan, à Chicago, la bascule démocrate-républicain, parce que les musulmans de Chicago ont refusé de voter démocrate et se sont soit abstenus, soit ont voté pour un troisième parti à cause de la question palestinienne. Qui a coûté très cher au camp démocrate. Pas dans tous les États-Unis, mais dans certaines régions, il peut y avoir une grande diaspora musulmane. Ouais, parce que je pense qu'il y a peu de... Est-ce qu'on peut dire diaspora musulmane? Je sais pas. Diaspora musulmane, je crois pas. En général, on le dit par rapport à une nationalité. Ouais, justement. Est-ce que c'est mon premier dérapage? Je ne sais pas. Mais non, c'est pas un dérapage. Il y a beaucoup de gens qui sont de confession musulmane. Est-ce qu'on peut dire qu'Elon Musk est la pire personne sur Terre? Je mettrais quand même Netanyahou devant, perso. En ce moment? Ouais. Netanyahou, Poutine quand même devant Elon Musk, même si Elon Musk a sa place au goulag. Il est pas mal. Mais par contre, ce qui est cyniquement triste, c'est que là, c'est encore pire pour la Palestine, quoi. Ouais. En fait, bien sûr que Biden... Ah oui, non, mais... Biden, financeur du génocide, mais d'un côté, là, tu votes Trump. Au moins, Biden, il pouvait y avoir 2-3 tweets. J'ai parlé à mon homologue israélien. On va essayer de faire de la coopération pour je sais pas quoi. Tu pouvais imaginer peut-être quelque chose. Non, Trump, finito, quoi. Enfin, je pense qu'il y a déjà les bombes qui sont préparées dans les avions, là, pour que jour 1 où il prend la présidence... ça rase le quartier qui reste. Bon, il y a aussi une énorme dose de misogynie aussi. Et ça se voit, ça je suis d'accord, mais là où c'est surtout important et inquiétant, cette nouvelle vague de misogynie et vague mascu, c'est chez les primo-votants, donc les personnes qui votaient pour la première fois à la présidentielle. Où ça, les jeunes hommes ont massivement voté Trump pour des raisons misogynes. Et ça, c'est inquiétant. Et ça, on en avait déjà discuté parce que c'est un phénomène qu'on voit aussi apparaître en Europe. Et en Suisse. Bah, la Suisse est en Europe, monsieur. Non, mais il faut le dire. En Suisse, faut nommer les choses. On a toujours l'impression que les jeunes, on dit que c'est les boomers, les sexistes, et les jeunes, on est en avance, etc. Les jeunes hommes votent à droite, hein, plus que leur père. Donc attention. Attention. Mais Mathilde Motet, t'es dans le chat, on voulait regarder un bout de j'ai même pas vu que c'était Motet qui écrivait. Moi, je réponds juste comme ça. Salut Mathilde, re-bienvenue. Mais du coup, alors, attends, avant de lancer le mise au point, Robin, on se met un petit extrait de... Mathilde, l'émission que t'as faite là sur les présidentielles, est-ce qu'il y a un timing où c'était, mais est-ce que tu te souviens d'un moment où c'était vraiment pas mal au niveau de l'analyse, quoi, qu'on puisse regarder? Bah, elle a mis t'as mis un Reels, non, sur... Ouais, ça, je pense que c'était à la fin, mais moi, je suis chaud pour le moment... Je suis chaud pour le moment où il dit que que Biden c'est un communiste, ou Kamala Harris. Oui, mais ça c'est je sais plus comment il s'appelle qu'il le dit. Parce que
Mathilde, elle a quand même la faculté de faire des petits débats avec des... Attends, parce que lui, il est vraiment génial. Si vous êtes sur X, anciennement Twitter, ce type, un UDC bernois, mais il est UDC bernois, mais en étant critique, parce que lui, il se considère libertarien, comme Elon Musk et Milei en Argentine. Et donc, il trouve que l'UDC est encore un peu trop étatiste. Ouais, l'État, c'est vraiment... c'est le mal, hein. Libertarien, en gros, c'est loi du marché. De reproduction. Hein. Loi du marché, là où les libéraux te diront que l'État a une place à jouer, entre autres le rôle d'arbitre, les libertariens, c'est juste... Il faut qu'il n'y ait pas d'État. L'État te pète les couilles dans tout ce que tu fais. Il y a beaucoup de courants libertariens, mais moi, de ce que j'ai compris, le point principal des libertariens, c'est de considérer que tout rapport humain doit être traité entre deux individus et d'une manière marchande. Et qu'à partir du moment où il y a consentement d'échanger, c'est bon. Et il n'y a pas besoin de mettre d'autres lois. Et ça, c'est des lois qui seraient un peu tacites, mais en gros, ils veulent pas d'État, pas d'institution, ça casse les couilles, l'État. C'est chiant. Faudrait aussi parler du racisme. Bon, après, on regardera un petit reportage de mise au point par rapport à Trump. Évidemment qu'il y a aussi du racisme. Oui, mais en fait, ça dépend dans quelle partie de la population. Ce qu'on disait avant, c'est que vraiment, j'ai l'impression, peut-être qu'on se trompe, hein, mais que dans les médias européens, c'est vraiment, vu que nous, on n'a pas encore de Trump, on a des gens qui essayent vraiment de les imiter. En Suisse, on a aussi en France des gens qui essayent vraiment de l'imiter, des Ciotti, des Bardella, des Marine Le Pen, tout ce que tu veux, mais c'est pas encore vraiment du Trumpisme. Et du coup, nous, c'est hyper dur de capter, de voir ces discours, de voir, entre autres, un truc qui est vraiment dur en Europe encore, en France aussi et en Suisse aussi, il faut quand même le dire, c'est l'altération de la vérité, en fait. Dans le sens où, en Suisse, bien sûr que nous, on est tous les mardis ici à déblatérer ce que des droitards disent et qu'on considère que c'est faux factuellement, mais c'est pas non plus au niveau de Trump qui va te dire que les migrants, ils bouffent des chats et des chiens. Tu passes encore pour un con si tu dis ça en Suisse. Et du coup, j'ai l'impression que toutes ces causes-là de racisme, de misogynie, bien sûr que toutes ces causes, elles jouent un rôle. Bien sûr que les la base États-Unis électorale est pour raciste Trump est ultra raciste. Bien sûr, mais par contre, nous, ce qu'on voit depuis l'Europe, et ce que les médias nous montrent, c'est vraiment que c'est ça, c'est la seule raison. Et du coup, on en vient à se dire, putain, ces Américains, ils sont quand même complètement cons, je sais pas quoi et tout. Et du coup, en fait, si tu arrives pas à enlever ce filtre, tu peux pas voir ce qui est sous-jacent à l'élection de Trump, et entre autres, un truc que les gens ne veulent pas voir, et d'ailleurs que même la gauche ne veut pas voir, parce qu'en fait, à dire, voilà, c'est de la misogynie, c'est les gens qui sont pour l'avortement, qui sont contre l'avortement, c'est des gens qui veulent pas, je sais pas pourquoi, c'est des gens qui veulent pas défendre les femmes, les musulmans, la Palestine, tout ça et tout, et ben en fait, tu enlèves juste le fait que c'est aussi aux États-Unis qu'il y a une gauche qui est complètement absente, et ce qui est considéré comme une gauche aux États-Unis a complètement lâché les classes populaires, les classes populaires, et voire pauvres, font la majorité des 320 millions d'Américains qui existent. Et quand on dit que la gauche est absente, c'est à la fois au niveau électoral, mais même dans le discours médiatique, académique un petit peu plus, mais il n'y a pas de représentation de la pensée de gauche aux États-Unis pour le grand public. Évidemment, quand tu vas dans certaines universités, oui, il y a évidemment, il y a un Bernie Sanders qui est vu comme un rouge, mais pas possible. Mais il y a vraiment, j'ai l'impression, cette absence de syndicats de gauche, réellement de gauche, d'absence de mouvement de gauche historique. Et personnellement, j'ai l'impression qu'on est d'accord pour une fois sur ce point. C'est ça ce qui est intéressant d'analyser. Non pas que c'est pas intéressant d'analyser la misogynie et le racisme du cœur électoral de Trump. Mais des fois, j'ai l'impression que même pour la gauche, c'est un moyen facile de dire regardez, c'est ça le problème principal. Et du coup, ça fait que toi, tu regardes pas par rapport à toi tes stratégies. Et tu pointes du doigt et tu es là, genre, regardez les méchants. Alors oui, c'est des méchants, mais du coup, comment est-ce qu'on réagit face à ça? C'est surtout ça la question. Et puis un truc aussi intéressant sur les classes populaires aux États-Unis que j'ai vu sur Instagram, c'était 3 graphiques. Un graphique, c'était une petite étude, sondage. Qu'est-ce que les Américains, donc tu as les classes de population, 10%, 20%, machin, et du coup, ils doivent eux-mêmes faire la courbe de où se sont répartis les richesses. Ah oui, j'avais vu ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Et du coup, tu vois une sorte de graphique qui est assez plat,
Et ensuite, sur le dernier 10%, donc les 10% les plus riches, où ça monte un petit peu comme ça, et les gens te disent, voilà, il y a effectivement des pauvres, et puis ensuite ça augmente, ça augmente, ça augmente, puis si tu veux y croire, tu peux l'avoir. Ouais, ça, c'est la majorité des Américains disent ça serait un bon système. Il y avait trois. Il y avait celui où ça serait un bon système, il y avait celui où, qu'est-ce que vous pensez qui est le vrai système? Alors là, tu vois que la pente, elle est un petit peu plus courbe, les gens sont au courant qu'il y a quand même des fortes inégalités et tout. Puis ensuite, tu as le vrai graphique avec les 10% les plus riches, ensuite ça, 20 machin et tout. Et le graphique, en fait, il est hyper bas tout le début. Et du coup, tu vois qu'en fait, l'écart entre quelqu'un qui est dans la classe des 50%, donc ce qu'on appellerait la classe moyenne, et quelqu'un qui est 10% le plus pauvre, en fait, l'écart, il te paraît tellement petit. C'est presque les mêmes par rapport aux 10% les plus riches, où là, la courbe... les plus riches. Non, parce que là, le graphique que j'ai vu, c'était par 10. C'était par 10, okay. Mais du coup, tu vois, genre, la courbe, elle montait à partir des 10%. Et alors, les 1% les plus riches, on n'en parle même pas. Mais du coup, tout ça pour dire que quand tu vois ce genre de data que la gauche devrait regarder en face, parce que la droite, on sait qu'eux, ils vont pas regarder l'ensemble de la population. Ils vont regarder juste les 10% les plus riches et essayer de les satisfaire, c'est sûr. Mais quand tu dis que la gauche devrait regarder ce genre de graphique, ce genre de data en face et essayer de créer quelque chose... Et ben en fait, là, tu vois que juste, il n'y a rien qui existe aux États-Unis. Et que c'est peut-être ça, par exemple, qui fait que ça n'avance pas. Et que là, on va vers le fascisme. Aussi, un point qui est assez identique avec la Suisse et dans la majorité des pays, c'est n'oublions pas que quand on parle des classes populaires par rapport à la politique, ce qui représente le mieux économiquement les classes populaires n'ont pas le droit de vote. En plus, oui, les étrangers. C'est des travailleurs et travailleuses immigrés. Donc, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis. Donc, quand on vous parle sur les plateaux télé de classe, les classes populaires ne veulent pas de votre wokisme ou de l'immigration, la preuve, les élections, excuse-moi, la vraie classe populaire, elle ne vote pas. Elle n'a pas le droit de vote. Donc, et puis, la droite fait tout pour qu'elle ne vote pas. Ouais, c'est ça. Anti-avortement, etc. Comment est-ce qu'on mêle les deux? Comment est-ce que Elon Musk peut s'adjoindre justement au des soutiens de Trump? Alors, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est une convergence de tout, on va dire, le bloc du centre jusqu'à droite, très à droite. Les libertariens, on se considère ni de gauche ni de droite d'ailleurs, on se considère sur des principes basés sur le droit et économiques. Et donc, on pense, d'après nous, les libertariens, même si, comme j'ai dit auparavant, on ne soutient pas Trump dans 80% de ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais en tout cas, il y a une partie là-dedans où, pour nous, ça va dans une meilleure direction que si ce serait les démocrates et donc le socialisme des démocrates qui soit appliqué dans la prochaine législature aux États-Unis. C'est le choix du moins pire. C'est le choix du moins pire, exactement. Mais l'idée, c'est que justement, concernant l'avortement, et je crois que des fois, on ne dit pas tout, mais c'est ce que la Cour suprême a dit, c'est juste que les États allaient décider. C'est-à-dire, c'est une décentralisation, comme en Suisse, si vous voulez, où c'est les cantons qui décident. Et on ne centralise pas les barrières de protection. Pas sur l'avortement en Suisse. Hein. Oui. Non, pas sur l'avortement, je dis aux États-Unis. Et puis Milei, je fais juste cette incise, Milei en Argentine, qui est un libertarien, s'est prononcé contre l'avortement. Oui, parce que le débat est extrêmement ouvert chez les libertariens, dans le sens où la propriété privée, c'est-à-dire le corps, il m'appartient, donc je décide ce que je fais, est-ce ce qui est juste, ou bien est-ce que la vie, l'embryon qui naît, il s'appartient déjà à lui-même, et donc c'est une vie. Et donc, il y a toujours ce débat qui n'est pas tranché. Je pense qu'il ne sera jamais tranché chez les libertariens. Lui, et donc, nous, en tout cas, moi, je suis du libertarien. Nous, on est là. Son corps lui appartient. Donc, sa propriété privée, elle peut décider. Mais par contre, il y a une autre différence. Ouais, t'as pas réfléchi, on a droit d'avorter, mais on n'a pas droit à l'avortement. C'est-à-dire, le droit à l'avortement voudrait dire que quelqu'un ne paye donc médicalement le processus d'avortement. En gros, Mathilde. Mathilde. Oui, d'accord. Je vais démarrer, mon gars. Non, mais même pas là. C'est juste genre quoi qu'il dit. Ouais. Mais les libertariens, c'est tout le temps des trucs comme ça. C'est oui, vous avez le droit, mais démerde-toi pour y avoir accès. C'est fais ce que tu veux, mais si t'as pas le sou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le sou, le cintre, démerde-toi, fais quelque chose. Et là, il y a aussi une différence chez les libertariens. Si je dis votre corps vous appartient et vous décidez pour vous-même, très bien, vous le faites, mais vous avez le droit de payer vous-même votre avortement et pas que la société a le droit, doit vous payer l'avortement. C'est ça la grande différence de l'approche des libertariens par rapport à des conservateurs plus traditionnels. Oui, volontiers. Bon.
Je pense qu'il y a un problème quand même dans cette discussion, c'est la connaissance un peu du débat public et de la politique américaine, dans le sens où, par exemple, les démocrates ne sont pas des socialistes, dans une acception européenne. L'échiquier politique n'est pas du tout le calqué en fait, sur notre échiquier politique. J'ai pas vu ça, c'est bien. Je pense qu'on est quand même assez loin du socialisme ou de la gauche telle qu'on la connaît en Europe. Au-delà de ça, les États-Unis sont un pays qui s'est fondé sur cette logique libertarienne. C'est le pays de la liberté, c'est le pays de la réussite individuelle, le self-made man. Donc Elle lui dit vraiment, écoute, chouchou, ouais, mais attends, c'était sympa ton discours. Ça fait du bien, ça fait du bien. L'idée que moi-même, alors avec un peu la Bible et la grâce de Dieu, et puis c'est quand même toujours très présent. C'est quand même très très présent, puis c'est le principe de l'éthique. Pas très libertarien ça. Du capitalisme, parce que c'est un signe d'élection si on réussit dans la vie, donc c'est quand même un truc qu'il faut rechercher, parce que c'est le signe qu'on est choisi par Dieu. Mais enfin, tout ça pour dire que le fondement de ce pays, c'est vraiment cette liberté face à des gens qui ont et cette possibilité de réussir individuellement un peu à la sueur de son front. C'est peut-être un petit peu quand même un consensus aujourd'hui de dire que ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire que l'histoire montre quand même que ce pays est dans un état il y a de la misère sociale, il y a des divisions extrêmement profondes. C'est pour d'autres raisons que la liberté. Alors, au contraire, c'est l'interventionnisme d'État qui crée ça. Mais j'ai l'impression que l'interventionnisme d'État, il est venu beaucoup avec l'État-providence après la Seconde Guerre mondiale, un peu partout, réparer des inégalités, parce qu'en fait, on a pris conscience que juste avec la nature et la liberté propre, et je veux dire, c'est tout ce qu'a montré après la sociologie, le déterminisme social, etc., en fait, on ne part pas tous avec les mêmes chances. Mais alors... Et la vie n'est pas juste, c'est terrible, mais la vie n'est pas juste. L'État-providence aux États-Unis, c'est la même chose, c'est un lieu commun. Depuis 80 ans d'État-providence, quel est le résultat alors? Mais aux États-Unis, il n'y a pas l'État. Elle l'a anéanti. Elle l'a éteint, oui, elle l'a éteint. À mon avis, au moment où elle a dit, genre, c'est le déterminisme social prouvé par la sociologie, à mon avis, lui, c'était OK. Pars au PMU, c'est trop pour moi. Non, mais parce que là, y a, sur le point G, il y a un moment où tu sais que tu éteins quelqu'un, c'est quand la présentatrice prend un peu ta défense. Parce que là, là elle s'est un peu tournée vers elle et tout. Elle l'a éteint. Mais attends, juste, il réagit comment le... La Providence. Aux États-Unis, il y a des difficultés énormes pour se faire soigner. Mais bien sûr. Enfin, je ne sais pas si vous avez... Il y a des grandes subventions pour l'économie. Voilà. Donc c'est justement le contraire d'un État-providence. Et ce qu'on voit, quand même, c'est un peu la déliquescence de tout ça. Le manque d'investissement, mais si on parle même de l'investissement dans les infrastructures. Enfin, aller prendre le métro à New York. Vous avez vu les plans de relance en milliers de milliards que l'administration américaine fait. Mais qui doit compenser du laisser-faire. Non, mais justement, il n'y a pas assez de laisser-faire. L'État américain ou les démocrates, justement... Ça, c'est toujours l'argument des droitards libéraux hardcore, c'est de dire non, mais le problème, c'est qu'il y a encore un peu trop de laisser-faire, et le problème, c'est que c'est l'État qui vient dérégler le marché. Ouais. Donc à chaque fois, leur argument, ça va être non, il y avait encore trop d'États, c'est pour ça que ça marche pas bien. Mais c'est incroyable parce qu'en plus aux États-Unis, tu as tous les exemples. Genre là, elle a vraiment sorti, mais c'est super. Elle a sorti l'exemple du métro de New York qui est dégueulasse, mec, qui est pété en deux. Et lui, il dit non, mais c'est parce qu'il y a trop d'argent, je sais pas quoi et tout. Franchement, métro de Paris par rapport au métro de New York, métro de Paris, c'est clean, hein. Mais c'est dire du coup. Ouais. Puis alors le M2. Oh là là, mais le M2, mais on pourrait marcher pieds nus dans le M2, c'est nickel. Et puis il y en a qui le font, mais ouais, non, pas ouf. Et puis Détroit. Parce qu'il dit il faut Detroit. Il dit il faut surtout pas d'interventionnisme de l'État. Et ben regarde ce que ça a fait à Détroit. C'était la ville complètement privatisée. Il y a plus d'argent, fini. Hein. Le gars m'a sorti au retour qu'il se sentait esclave de l'État parce qu'il devait payer des impôts. Mais chouchou quoi. Mais chouchou. Il est esclave. Donc cette conception étatiste des choses qui veut apporter l'égalité par l'administration, etc. Au contraire. Amène des actions qui produisent tout le contraire. Ce que vous dites, l'État-providence, si ça fonctionnerait, ça se verrait. Si ça fonctionnait. Oh, le petit plaisir. Non, mais le pauvre. Avant quelqu'un, voilà, moins 1000 aura. C'est vrai que là, il est pas ouf. Il y aurait moins de pauvres aujourd'hui aux États-Unis. Mais au contraire, le fait que la Fed, la Banque fédérale américaine, imprime de l'argent et donc dévalue et crée de l'inflation, les gens se plaignent de ça aujourd'hui. Donc c'est l'interventionnisme étatique qui crée les gens se plaignent de ça. Et en 2008, ils se plaignaient de quoi, les gens? Non, mais moi j'ai vu des micro-trottoirs devant les bureaux de vote et les gens disaient non, le problème c'est que la Fed, elle...
elle a créé une spirale inflationniste. Inflationniste, c'est insupportable. Et ensuite, ils t'ont sorti des graphes de macroéconomie pour expliquer les courbes de, je sais plus comment elles s'appellent, de si tu fais tourner la planche à billets. Et puis en 2008, quand tu as des millions d'Américains qui se sont retrouvés à la rue, si tu allais à la rue et leur demander c'est quoi votre problème, ils te disaient vraiment, mais alors moi mon problème c'est l'interventionnisme de l'État en ce moment. Parce que là je suis à la rue en fait. Donc il y a quoi? Et ce qui est marrant, c'est que lui il parle comme ça, mais il a un exemple en vrai. Parce que est-ce qu'il a un exemple? On dit tout le temps à la gauche qu'elle n'a pas d'exemple. Et que l'URSS, c'est un exemple, regarde ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a un exemple de ce qu'il décrit? À part un truc où tout le monde a des flingues sur... Des films, des dystopies. Des dystopies. Ce que nous, on considérait comme des dystopies, ouais. Et lui, il est convaincu et tout. Bon, après, essaye de défendre ton truc. Raconte quoi le bouc? C'est à cause de l'impression des billets qu'il y a eu l'inflation après le Covid, point d'interrogation. Non, mais ça, c'est une théorie aussi qu'ils ont à droite, mais qui est vachement débattue dans le monde des économistes. Donc dans le monde des gens de droite. Ouais, mais c'est que en gros, si... Pour financer les dépenses publiques, l'État crée de l'argent en faisant tourner la planche à billets, ça va créer de l'inflation. Pendant très longtemps, c'est ce qui a été dit. Et ensuite, tu as des gens qui ont un petit peu remis ça en question parce que c'est un chouïa plus complexe que ça. On va pas rentrer dans le détail parce que je me souviens plus complètement de mes cours d'économie. Mais en gros, comprenez que souvent, quand on vous dit c'est simple, si on fait tourner la planche à billets, ça crée de l'inflation. Non, on voit pas un rapport aussi autant marqué de causalité entre les deux. Mais en plus, si on fait tourner la planche à billets, c'est pour sauver l'économie en place. Pardon, j'ai pas... C'est pour sauver l'économie en place qu'on le fait. La plupart du temps, pour oui. Pour juste pas que tout s'effondre. La plupart du temps, oui. Mais du coup, lui, il serait pas pour faire tourner la planche à billets. Et du coup, ton économie... Mais là... lui, je pense qu'il dirait en 2008, on n'aurait pas dû sauver UBS, Goldman Sachs, etc. Et puis, les millions d'Américains qui se sont retrouvés à la rue. Parce que ça, pour les bourgeois, c'est chiant aussi. Si on n'avait pas sauvé ces banques, on serait à l'âge de pierre en ce moment. On serait à l'âge de pierre. Enfin, ça serait... Ouais, mais pour les États-Unis, parce que là, il parle des États-Unis. C'est chiant d'avoir des villes où il y a des tox partout, où c'est le bordel. Pour les bourgeois, je dis. C'est relou, non? Ah oui, mais lui, il te dirait, bah, ça, c'est la nature, ça, c'est l'environnement naturel. Non, il te dirait justement que du coup, si tu es vraiment dans une situation libertarienne, les bourgeois peuvent eux-mêmes engager des entreprises de sécurité qui vont aller nettoyer le Karcher, voilà, sans aucune loi. Et les libertariens, c'est pas les pires ennemis politiques. Moi, je suis pas d'accord parce que typiquement, les libertariens, c'est pour faire un petit peu d'histoire. Une partie des libertariens, c'est l'école de Chicago, les Chicago Boys de je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Milton Friedman aussi, mais en gros qui ont débarqué au Chili sous Pinochet, et c'est eux qui ont dit à Pinochet quelle politique économique mener, et ça explique notamment pourquoi encore aujourd'hui le Chili est dans une mer de noir. Les libertariens, c'est vraiment l'idée de la seule raison pour laquelle on peut garder un petit peu d'État, c'est la police et l'armée, et c'est tout. Après. Peut-être que si les US se seraient effondrés en 2008, le monde irait mieux aujourd'hui. Donc, baser en fait les libertariens, je suis pas sûr de cette théorie. Pas sûr, mais lui d'ailleurs, s'il a des enfants, est-ce que je pourrais avoir sa situation par rapport aux allocations familiales? Qu'est-ce qu'il en fait? Il les redonne à l'État? Je sais pas, tu veux que le contacter? Non, je veux savoir parce qu'ils se sont rackettés quand ils payent des impôts. Mais du coup, quand il va avec ses enfants dans le joli parc, ou alors quand il va à l'hôpital, ou... Ouais, l'hôpital, c'est différent, c'est pas... Ouais, si, quand même, c'est beaucoup public, quand même, de l'argent public. Et même quand tu vas dans une clinique privée, c'est des médecins formés par l'État. Par l'État, exactement. Et puis, je sais pas, quand on veut lui casser la gueule, là, avec sa petite tête, là... Non, pas de violence! Et qu'il appelle la police. Eh ben, il est quand même content quand, je sais pas, quand il bénéficie en fait de ce qui est financé par le service public. Qu'est-ce qu'il en dit? C'est le contraire, c'est l'interventionnisme. Je crois qu'on va pas résoudre la conversation. Il me semble qu'il y a un entre-deux, puis que les États-Unis sont quand même plutôt encore pas tellement vers l'interventionnisme. Olivier Massin, j'aimerais savoir l'avis du philosophe justement sur pourquoi. Alors attention, parce que ça, c'est un philosophe.
qui a écrit un livre contre le wokisme, le danger woke. T'as pas dit l'information Aujourd'hui, la plus importante que tu m'as dit avant. Il est jurassien. Et si je me souviens bien. Ah, Ou d'accord. neuchâtelois. Ah, Oui, mais pour moi, c'est les mêmes. attends, je vais te le dire au nez. toujours des organes génitaux. Hein. Philippe Val évoquait la taille du pénis. C'est vrai qu'on est autour d'une Bisous, les jeunes. Attends, mais masculinité tu n'as pas entendu très la revendiquée question par les de soutiens la de Trump. journaliste, là. Et à contre... Pas tellement vers Mais, l'interventionnisme. oui, Olivier Massin, j'aimerais savoir l'avis du philosophe justement sur pourquoi une crispation aujourd'hui autour toujours des organes génitaux. Hein. Philippe Val évoquait la taille du pénis. C'est vrai qu'on est autour d'une masculinité très revendiquée par les soutiens de Trump. Mais Et surtout, à contrario aussi du ventre de la femme, puisque l'avortement est un des grands axes quand même du débat aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue autour de, c'est là qu'elle voulait en venir. de cet putain. appareil Ouais. reproducteur, on va dire ça comme ça? Alors, il me semble qu'il y a deux explications du phénomène. Alors, moi, ce que je note, c'est qu'elle résume la question du sexisme et À la taille du pénis, ouais. à la question de la reproduction et de la taille du pénis. Donc, déjà là, on part sur de bonnes bases, quoi. Basé. Il y a celle que Mme Mottet a avancée, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de progrès qui se jouent pour les femmes, pour les minorités. Et puis, il y a une réaction des hommes qui se disent on s'est fait avoir, on perd nos privilèges, donc on va voter Trump. Bah, tu vois, tu arrives à réfléchir. Moi, donc c'est une position. Moi, je suis pas d'accord avec cette position. Parce au que moins, je il a pense réussi à que la le comprendre. diagnostic est C'est déjà faux. bien. Je pense qu'on a accepté beaucoup trop vite le diagnostic selon lequel on vivait dans une patriarchie ou dans un système de domination masculine. Et je pense que si on fait un meilleur diagnostic, on a plus de chances de comprendre ce qui se passe. Tout ce que vous avez dit, Madame Mottet, c'est vrai sur l'écart salarial. Enfin, l'écart salarial, il faut le corriger après d'un certain nombre de choses, mais il reste en partie un écart salarial. Le fait que les hommes soient plus présents dans les postes à responsabilité, le fait que les hommes soient plus violents envers les femmes que l'inverse. Laissez de ça faire est des coups de absolument pression. juste. Mais je trouve que quand on fait ce type de constat et d'analyse de la société, on prend juste la moitié des choses. Donc ça, c'est ce que disent les féministes. Mais les masculinistes dont on vient d'entendre parler, ils font juste une sélection différente de statistiques, puis ils tirent. On a un problème. Vision d'horreur. Comment on fait? Attendez, là, faut Comment on fait? faut vraiment demander au chat. Euh, Moi, j'ai un problème avec ça. Oh non, mais elle paraît toute petite. ouais, elle paraît toute petite, mais en fait, elle est énorme. On voit rien du tout. Il peut pas On- être focus. Elle est tellement... On voit rien du tout. Il y a une énorme araignée devant la lampe. Mais en fait, elle est longue. Comment on fait, Selim? Attends, je vais tenter un move. Tente un move. Oh là, elle bouge. Non. Vous la voyez? Non, Selim, dégage. Sors. Je sais pas. Elle fait du rappel. Sors. C'est mieux entraîné que nos militaires. Oh. Ah non, mais faites des lives dans des caves, quoi. Allez, Oh. vive petite araignée. Bon, on repart sur la masculinité. Let's go. Un constat complètement opposé. Eux, ils disent 87% des sans-abri sont des hommes. Les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Donc il dit il n'y a pas de patriarcat parce que la majorité des sans-abri sont des hommes et le suicide, la majorité des suicides sont faits par les hommes. Ouais, ce qui est vrai. Mais en quoi ça enlève le fait qu'on... Oui. Ouais, non, arrête. Et en plus de ça, il y a aussi d'autres raisons qui peuvent aussi s'expliquer. C'est qu'en général, les féministes basées comme Mathilde Mottet disent pas que la seule structure de domination, c'est le patriarcat. Et puis surtout, le patriarcat n'enlève pas le fait que les hommes subissent des problèmes d'hommes qui sont aussi liés au patriarcat. Bien sûr. Parce bien sûr. qu'un homme qui se Le suicide, suicide, par ouais. exemple, parce qu'il a perdu son travail, on peut considérer que c'est lié au patriarcat, parce que c'est toute cette image que l'homme doit absolument subvenir aux besoins de sa famille et qu'il n'est rien s'il n'a pas un poste, un machin, bref. Il mais a ouais. rien compris. Les hommes ont des travaux beaucoup plus dangereux. Oh merde, j'ai pas remis la caméra. Là, la tête de Mathilde veut tout dire, à mon avis. Les travaux qui sont, les métiers qui sont les plus dévalorisés sont des métiers occupés par les hommes. Donc ils sélectionnent ces données-là. Et puis ils Les disent après, plus regardez, on vit dans un dévalorisés. système de domination féminine. Ça, mon ref, elle est Ça, fausse ta data. Hein. ouais. Je vois ce qu'il voulait dire. Il voulait dire les métiers les plus... Mais parce que pour physiquement lui, destructeur, mais ouais. c'est pour ces gens pour qui la gauche avait un fondement et avait une raison d'être quand il y avait des mineurs et des gens à l'usine. Ouais. Et que l'ouvrier, ça ne peut être qu'un homme blanc. Sauf que, enfin, l'ouvrier et l'ouvrière, c'est aussi la femme de ménage, c'est aussi
la femme au foyer. C'est aussi 15 000 métiers. Et très bon, Tata Kamar. C'est exactement ça. Moi, je pense que si on met tout ensemble, il n'est pas totalement évident qu'on vit dans un système matriarchique ni patriarchique. C'est important de compenser les deux choses, et en particulier si on regarde ce qui se passe tout en haut, de regarder ce qui se passe tout en bas. Donc les femmes sont sous-représentées tout en haut, c'est vraiment le regard sous-représentées tout en bas. Chez les SDF, 85%. Hein. Si on regarde la très grande pauvreté, hein, donc c'est tout en haut, tout en bas. Hein. Ouais. L'aide sociale en Suisse, c'est en majeure partie des mères en famille monoparentale, par exemple. La pauvreté, oui, la j'ai vieillesse. Dit tout en bas. J'ai dit tout en bas. Et si on regarde les écarts salariaux, pas les écarts salariaux tout en haut, ni ceux qui sont tout en bas, mais il y a une énorme progression. Et je pense que c'est un autre facteur d'explication de ce qui se passe aux États-Unis maintenant, c'est qu'il y a une vraie crise de la masculinité. Dans ce que vous avez dit, ça me semble assez naturel. Enfin, on a entendu 1000 fois virilisme, masculinité toxique, etc. Ouh là là, il se perd. Mais je pense que c'est très dur pour un homme aujourd'hui, dans ce contexte, de se dire comment je peux affirmer que je suis un homme. Qu'est-ce qu'elle peut être autre que toxique, la masculinité, si vous êtes un homme aujourd'hui? Il y a vraiment une... je dis pas ça comme une question piège, hein, mais je pense que c'est pas évident. Mathilde est trop intimidante. Dans une société où on essaye de se poser... Je pense que là, elle lui fait des regards. Bah oui, on le voit. Non, mais ça chuchote. On voit pas, mais elle lui fait des... Non, mais ça chuchote. Mais c'est pas vrai. Oui, non mais Mathilde, là t'es rentré dans son cerveau. Le gars il n'arrive plus à parler. Non, c'est faux. D'avoir une identité, comme c'est devenu un thème central aujourd'hui, de dire comment on trouve sa place quand on est un homme aujourd'hui. C'est la preuve qu'on n'est pas dans le patriarcat. Voilà. Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on a vraiment une crise de la masculinité. On parle beaucoup des femmes, et c'est très bien qu'on en ait parlé. Mais je pense qu'on a oublié les hommes, on a oublié leur décrochage scolaire, on a oublié leur décrochage universitaire, on a oublié tout un tas de choses. Et ça explique sans doute ce basculement et cette polarisation politique. Oublie le décrochage scolaire des hommes. Oui, non, mais c'est la preuve qu'on vit dans un système matriarcal. Dans une matriarchie. Bien sûr. Et puis le décrochage scolaire des... Mais il est conscient qu'il y a des meufs aussi dans les classes aujourd'hui ou... Non, mais ça compte pas. Le décrochage scolaire... Le décrochage scolaire des... Waouh, comment réagir à ça en fait? Putain, mais Mathilde, je sais pas comment tu fais pour aller sur ce genre de plateau, parce qu'en fait, tu dois partir de tellement bas que du coup, tu commences un peu à te décrédibiliser. Si tu dois commencer à lui expliquer que le décrochage scolaire des hommes et que le fait qu'il y ait une remise en question de la masculinité en ce moment... c'est pas forcément le truc principal par rapport en fait à toutes les oppressions que les femmes subissent. Si tu dois commencer en fait sur un plateau à énumérer les discriminations et toutes les souffrances qui sont infligées aux femmes qui sont liées au patriarcat, bah tu perds un peu en crédibilité. Franchement, faut le faire d'aller sur ce genre de plateau. Mais très bonne réaction. Juste souffler. C'est faux. Tu as tort. Peut-être qu'il parle de sa crise, mais en fait, c'est un prisme d'analyse qui est tellement patriarcal, en fait, de voir les choses comme ça. C'est fou, quoi. Non, mais j'explique. Les femmes ont statistiquement de meilleurs résultats scolaires que les hommes, donc le patriarcat n'existe pas. C'est QFD. Ouais. Bah moi j'explique aussi, la plupart des femmes sont à la cuisine et pourtant les meilleurs cuisiniers du monde sont des hommes. C'est la preuve que les hommes sont supérieurs. Voilà, donc on est bel et bien dans le patriarcat. Bon, commençons enfin notre mise au point. C'est des arguments que j'ai déjà entendus si jamais. Oui. Les résultats finaux sont tombés donc aujourd'hui avec le décompte de l'Arizona. C'est un carton plein pour Donald Trump. Un succès phénoménal pour son électorat qui dès lors assume pleinement ses positions parfois extrêmes, son langage décomplexé. Une fulgurance trumpiste qui creuse toujours plus la fracture avec ses opposants. Ça se ressent dans la vie de tous les jours et même, vous allez le voir, au sein des familles. Ce sont bien deux Amériques qui semblent irréconciliable depuis mercredi. On regarde le reportage de Stéphane Saporito et Sébastien Faure qu'on retrouve juste après. Ils se sont donné rendez-vous à ce carrefour pour savourer leur victoire. Hier, dans la banlieue de Philadelphie,
John et les autres militants trumpistes viennent dire leur lui, là, il est contre Trump. Là. Non, il est pour. bonheur de voir Donald Trump. Mais c'est comme j'ai vu un reportage, je crois que c'était aussi de la RTS, je suis plus sûr. Ouais, c'est vrai. Attends, Motel répond après ou pas? C'est pas ce qu'on voulait faire, mais ouais. Attends, on a mis une intervention de Motel. Je suis désolé, Robin. Non, on n'a pas mis une intervention. Il faut qu'on le fasse, c'est vrai. Alors, est-ce que les déclassés, justement, Mathilde Motet, aujourd'hui, les déclassés, ce sont des Ah, mais ça vient ici, il faut. Je pense que c'est possible d'avoir un sentiment de déclassement, c'est possible de se sentir perdu dans ce système et de ne pas savoir forcément comment interpréter le mouvement féministe, ou bien de se dire « Ah, purée, tous les repères que j'ai eus jusqu'à présent, des repères patriarcaux, de domination. » Regardez, vous l'avez dit, regardons les deux systèmes dont vous parlez. Il y a ce système patriarcal qui explique pourquoi les femmes meurent sous les coups des hommes, rien que parce qu'elles sont des femmes, qui explique pourquoi elles sont sous-payées, qui explique pourquoi elles sont sujettes aux violences, pas respectées, pas entendues, etc. Et vous parlez d'un autre phénomène qui est le sans-abri. Il avait vraiment le regard genre... Mais pourquoi tu me racontes ces choses? Ça fait peur tout ça. Belzébuth. La pauvreté sociale qui est... Mais ça, c'est pas des choses qui touchent que les hommes. C'est des choses qui touchent tout le monde. Alors, quand on regarde ces deux systèmes-là, qu'est-ce qui les assemble? C'est quoi? Finalement, c'est les deux faces d'une même pièce. Et la pièce en question, c'est le capitalisme. Oh non, je voulais qu'on fasse un petit quiz. Un petit quiz, ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin dans ce système? On a des patrons et des gens... apparemment, et c'est leur liberté d'exploiter les autres, mais on a des patrons qui possèdent des moyens de production. Et pour faire travailler ces moyens de production, on a besoin de personnes. Il rigole. Attention, parce que je crois que c'est après qu'il va donner une définition du capitalisme qui est gold. Qui, du coup, vendent leur force de travail pour pouvoir survivre. Ces personnes, du coup, vendent leur force de travail. En échange, on produit de la valeur. Elles reçoivent un salaire. Elles produisent de la valeur. La valeur, elle est au-dessus. Les patrons empochent la valeur. Ça, c'est le système patriarcal, capitaliste, où on a l'exploitation. Je vais vous aider, le système capitaliste, il est beaucoup plus simple. C'est un échange libre et volontaire en deux individus, c'est tout. Là-dedans, on a... C'est un échange libre et volontaire entre deux individus. Donc le type, en fait, il confond capitalisme et économie de marché. Oui. Chose qui, c'est même pas une question de gauche ou de droite, là. C'est absolument n'importe qui a un peu étudié l'histoire économique reconnaît qu'il y a une différence entre capitalisme et économie de marché. Mais ça, c'est le et il a l'impression d'avoir dead ça en disant non, en fait, c'est juste un échange. Mais ça, du coup, c'est vraiment le basique des gens qui vont dire que le capitalisme a toujours existé. Exactement. Parce que à l'âge de pierre, on échangeait un coquillage contre machin, et contre une même peau pas de truc. Sûr. Et puis du coup, c'est même pas sûr en plus. Ensuite, c'était difficile de se trimballer de l'or. Du coup, on a mis ça sur du papier. Et c'est vraiment l'explication de l'économie comme on le faisait en 1915. Enfin, genre, ils ont pas évolué ces types. Entre deux personnes. Mais du coup, la bourse, tout vraiment tout con, mais vraiment tout con. Du chômage aussi, parce qu'on a des mécanismes qui font que ce qu'on priorise, c'est les profits et puis pas la vie des personnes, pas leurs besoins. Et du coup, on prône certaines choses qui font que, en conséquence, on peut avoir de la pauvreté. Ça ne changera pas le monde demain. C'est exactement la même chose. Il a dit quoi? Ça ne changera pas le monde. Oui, mais ces théories-là, on les connaît, on ne changera pas le monde demain. D'accord. Bah pourquoi t'es là, du coup, sur ce plateau? Non, tu vas pas changer la le monde. Politique. Bah ouais. C'est insultant, très honnêtement, d'entendre Mathilde, que les hommes souffriraient la même chose que les femmes. Parce que, plus. Parce que les femmes, il n'y a pas d'hommes qui Vas-y, termine-le, dans Mathilde. le système matriarcal. Ça n'existe pas. Alors, on va demander votre avis. Mais c'est intéressant que vous donniez ces chiffres, Olivier Massin. C'est intéressant que vous donniez ces chiffres, parce qu'il y a une historienne française qui a publié il y a 1 ou 2 ans un livre qui s'appelle « Le coût de la virilité », où elle chiffre justement ce que coûte humainement aux hommes et ce que coûte financièrement à la société l'éducation virile, c'est-à-dire celle-là, le fait... on a eu des longues discussions. Ouais, on a eu des longues discussions. Et avec Robin, on tombait d'accord. Je crois qu'on soupçonne un petit peu quand même de manque d'analyse de classe. Matérialiste. Manque de matérialisme. Attention, on va se faire chier. Ouais, on va se faire chier dessus. Ouh là là. Après, le coût des hommes, par exemple. Le coût de la virilité. Le coût de la virilité. Il y a un des arguments dans cette étude qui sort le poids des prisons qui sont remplies principalement par des hommes.
Et c'est un peu tendancieux. Est-ce que tu ferais le coup des Arabes en Suisse et des Albanais, sachant que les prisons suisses sont entre autres remplies d'Arabes et d'Albanais? Oh là, ça serait un petit peu bizarre. Est-ce que ça manque pas d'autres analyses sociologiques qui permettent d'expliquer pourquoi ce sont des hommes qui se retrouvent en prison et non pas des femmes? Mais que dans les deux cas, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est parce qu'il y a un système de domination. Ouais. Enfin, après, on n'a pas lu cette étude, hein, mais on a discuté avec des gens qui défendaient vraiment ces études autour du coût de la virilité. Et c'est un axe d'analyse, mais j'ai l'impression que c'est un peu du... Et je vais me faire chier dessus. J'ai l'impression que c'est un peu du féminisme bourgeois. Oh, voilà. Et sur ce, on reçoit un sub. Merci. Merci le troisième temps. Merci, c'est le message qui compte. On peut continuer ça du coup. Le message qui compte, que les hommes c'est pourri. Allez. Ouais, on disait, parce qu'il y avait une personne racisée qui était avec les Trumpistes. Moi, j'ai vu un reportage d'un Indien qui vit aux États-Unis. Il est arrivé illégalement aux États-Unis. Maintenant, il a réussi à avoir la nationalité après des années et des années, et qui allait voter Trump. Ok. Bah, voilà. Donc, les dissonances cognitives, on n'est pas à ça près, je crois, aux États-Unis. Trump revenir au pouvoir. Une revanche qu'ils attendaient depuis 4 ans. They lied in 2020, but they couldn't lie in 2024. They tried to divide us. You don't want to be a weak man. Personne ne veut être un homme faible et Trump représente une forte masculinité. Voilà. Ok. Mais ça justement, c'est l'archétype du genre de reportage d'occidentaux qu'on... Enfin, non, mais ça dépend aussi d'une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Ça dépend une réalité, bien sûr. Est-ce que c'est ça qui a fait le tournant? Pas sûr, comme on l'a dit avant. Mais oui, mais bien sûr que c'est une réalité. Mais le truc, c'est qu'il y a une grosse distorsion. Nous, on n'a que ça en Europe. On n'a que cet axe d'analyse. Mais allez, vas-y. Allez. On a essayé de nous prendre ça, mais on ne va pas se laisser faire. C'est pour ça que Trump a super bien marché auprès des jeunes électeurs hommes. Bah oui. Et tu vois, c'est peut-être un biais d'analyse qui n'est pas assez sourcé. Mais moi, j'ai l'impression que quand on voit un type comme lui, on parlait avant des white trash, genre c'est la classe populaire, etc. Je peux me tromper, mais là, comme ça, j'aurais pas l'impression qu'il vit dans un van abandonné, le type. Je pense qu'il fait partie de la classe moyenne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, il est assez dans la classe moyenne pour ne pas expérimenter, même aux États-Unis. Parce que c'est ça, c'est que lui, il va parler de son vécu à lui, son empirique. Et du coup, est-ce que lui... il ne subit, parce qu'il a son travail et tout, du coup pas de délinquance, il est dans sa vie bien et tout, et du coup il a l'impression qu'il n'y a plus de racisme aux États-Unis, par exemple? Non, pas qu'il n'y a plus de racisme, mais que du coup, il peut y avoir d'autres mécanismes politiques qui vont définir ses choix, comme la misogynie. Ouais. Et que ça sera plus frappant pour lui que quelqu'un qui a expérimenté juste une arrestation complètement raciste, complètement... C'est ça, je sais pas. Puis après, en Occident, on aime bien... C'est qui, Fanaglas? Ouais, exactement. De faire ce genre de reportage en prenant justement des racisés. Ouais, pour montrer, en fait, qui représente... Alors que dans les statistiques, c'est très largement des Blancs qui ont voté pour Trump. Hein. Il existe des Hispaniques et des Noirs ou enfants d'immigrés qui ont voté pour Trump, mais l'énorme majorité, c'est des Blancs. Voilà. On leur a dit pendant trop longtemps que c'était pas OK d'être soi-même. Pour John, c'est une victoire payée cher à titre personnel. Mais je fais encore pause, mais tu vois, il termine l'interview en disant pendant trop longtemps, on nous a dit que c'était pas OK d'être soi-même. Et ça, c'est fou parce que c'est vraiment une phrase de woke, mais au sens que, enfin, de gauchistes comme nous, c'est que les LGBTQIA+, on leur a trop longtemps dit que c'était pas OK d'être eux et elles-mêmes. Les femmes, on leur a trop longtemps dit que c'était pas OK. Les Noirs également. Et là, il le sort, mais pour les hommes. Et il y a cette espèce de réutilisation de la logique progressiste à des fins réactionnaires qui est... Enfin, c'est le béaba du backlash, quoi.
Ouais. Il est vu comme un traître par la communauté noire et coupé de sa famille. Les gens risquent leur job en soutenant Trump. Vous risquez de perdre de la famille, de perdre des amis. En venant ici, tu peux te faire bannir. Vous-même, vous avez perdu du monde? Oui, mon père et moi, on se parle plus. J'ai perdu des copains, des amis sur les réseaux sociaux. Votre père ne vous parle plus? Non, il a dépassé les limites. Il pense que je suis dans une secte. C'est peut-être juste sacrément con quand même. Au bout de quelques minutes surgit Tiana, une étudiante de 19 ans, qui manifestement ne manque pas de courage. Ouais, sur son panneau, des slogans pour défendre les droits des femmes et de la communauté noire. Tiana est seule, mais défie les Trumpistes. Deux Amériques qui En plus, elle a mis la chanson de Kendrick Lamar. Ain't Like Us. Tu vois... Ouais, non, ok. font face, Non? sans plus comprendre. Non? Ah oui. Mais y a pas quelqu'un qui a sorti un flingue là? John habite ce qu'on appelle le Deep Blue Philly, le Philadelphie profondément bleu, profondément démocrate. Les seules traces de rouge dans le quartier, ce sont les panneaux Trump de John et de ceux des autres jeunes du secteur sensibles aux valeurs masculines, portés par Donald Trump. Mais du coup, qui représente lui Dans le quartier, tous les habitants ou presque sont noirs. À l'époque, John avait voté Obama, mais désormais c'est fini. Il refuse de voter sur la seule couleur de peau. J'ai 36 ans et j'ai jamais été un esclave. J'ai jamais subi la... On a un invité. Ça commence à gratter au plafond. Et une fois, il y a un ragondin qui va tomber, ouais. ségrégation. Je sais pas ce que ça fait d'être refusé à l'entrée d'un restaurant. Pour les démocrates, si le candidat a la même couleur de peau, on lui doit la loyauté et on ne peut pas penser autrement. Et ce que pense John, c'est qu'il faut restaurer la position de l'homme dans la société. Vous êtes fier de vos panneaux? Oui, je le suis. Pourquoi? Parce que ça demande du courage. Ça part d'une expérience personnelle aussi. Hein. Ça demande du courage de penser. Tu vas avoir une théorie comme quoi il n'a pas réussi à ken au campus et du coup il vote Trump maintenant. Moi souvent j'ai ce genre de théorie. Ouais. Sous le patriarcat, il n'y a rien de pire que de se faire refuser par une adolescente dans son imaginaire, je sais pas. Ouais, je sais pas si on peut expliquer tout le sexisme par uniquement du refus. Non, parce qu'en fait je me permets ça parce que là il parle à un individu et le mec il le dit, toute sa famille lui parle plus. Il est dans un quartier, il y a juste lui qui a le Trump. Là, il a l'air d'être fier. Enfin, il est dans une définition de soi. Allez, on part. C'est l'hymne de la psychanalyse. Psychanalyse et Teikos, let's go. Il est, moi, je suis le Trumpiste du village. De ne pas suivre la meute. Je veux montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de penser différemment. Ouais, il faut avoir de la data quand même. Et ça crée des problèmes parfois? What's going on, guy? How are you? Doing okay. How about yourself? Fine, John. Eric. Nice to meet you. President of the neighborhood. J'adore les États-Unis. Sure. Why are you supporting him? Voilà. C'est un Américain, et un Américain d'abord. Si vous voulez connaître ma position avant même de parler de politique, si un camp n'est pas capable de faire la différence entre les hommes et les femmes, et l'autre oui, si un camp veut que l'on coupe la quéquette des garçons et l'autre pas, fact-checking. Alors c'est un choix évident. Le journaliste, il s'est écarté. Le ton va monter assez vite entre les deux voisins. And that's something that you and your type refuses to acknowledge. That yes, your type. What's my type? Your type? Yeah. Masculine, Being a alpha, follower. strong, You think you're leader, alpha now? free thinker, absolutely. Attends, laisse. Rapist? Rape is fake news. Women? There's That is not fake That news. is the Where was the truth. proof? John et Eric ont finalement renoncé à se taper dessus pour se serrer la main, mais ce n'est peut-être que partie remise. Et cette tension politique est loin d'être un cas isolé. Take care, everybody. Bon, Eric, incroyable. Hein. Déjà, qu'est-ce qu'il fout là, Eric? Après, il erre juste dans Philadelphie comme ça. est-ce que je peux rentrer un petit peu dans, disons, une position vraiment d'homme? Genre,
le type là, le Trumpiste qui dit genre type like me, genre masculine, leader, etc. J'ai l'impression que c'était l'autre qui avait plus cette définition, non? Enfin, notre gars à la casquette, il avait l'air d'être juste un incel qui écrit sur des blogs internet, je déteste les femmes. Bah oui, mais alors surtout, que j'ai l'impression qu'il va à la salle, il soulève de la fonte et puis le soir il bouffe au resto avec des potes. Mais il a moins de problèmes avec lui-même peut-être. Ouais, mais du coup en termes Toi, tu pars aussi dans la psychanalyse. Non, c'est que en termes de archétype de la masculinité, c'est clairement le type avec son blazer et son t-shirt jaune qui rentrait dans les stéréotypes de la masculinité. Pas le gars qui défend la masculinité. Donc ça devient lunaire. Bah, ce qui est surtout lunaire, c'est effectivement, comme Fanaglas le dit, le mec parle de couper la bite au garçon. Puis derrière, il est là genre fake news! That's fake news! Do you have proof? Proof! Oh my god! Son portrait géant orne le bord des routes depuis des mois, sur des dizaines de panneaux publicitaires. Bob ne cherche pas la célébrité, mais ce républicain a choisi de faire campagne contre Trump pour expier ce qu'il considère comme une faute grave. Je crois que je fais de mon mieux pour tenter de compenser mon erreur d'avoir voté Trump. Alors, les États-Unis. Le contre-plongé, si jamais. Le contre-plongé, c'est pour donner l'air à quelqu'un plus grand. Donc ce type c'est aussi fait pour montrer 12 aussi. Non, mais c'est aussi pour montrer le billboard derrière. Et le grand billboard, mais il est riche lui du coup. Parce qu'un machin comme ça, ça doit... si jamais s'il est grand, le billboard, tu peux le montrer différemment. De plus loin. Non mais là je pense qu'il est vraiment très petit. Hein. Ah ouais. Regarde le rétroviseur. Je sais pas pourquoi. Ils ont des grandes voitures. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. En 2016. Non, mais il est à genoux là. 8 ans plus tard et malgré ses affiches, Donald Trump va redevenir son président. Et cela l'inquiète au plus haut point. J'ai peur que ce soit encore pire qu'en 2020. Le type refuse d'assumer quoi que ce soit. Et ce qu'il fait dans notre pays ressemble de plus en plus à un mouvement d'extrême droite ultranationaliste qui n'a plus rien à voir avec le parti républicain. Ça vous a coûté d'être sur ce panneau ? En vrai, les médias ne pas trouver les 3 exceptions qui confirment la règle challenge, c'est vrai que dans tous les reportages, c'est rarement une analyse sociologique. Non, parce que c'est chiant. Ouais, là, t'as un petit gars, alors pour le coup, vraiment un petit gars, ensuite une petite discussion. T'es bien là. Là, tu vois, tu te dis, mais tu comprends rien aux États-Unis. T'es curieux. Ma famille surtout, mes amis, les gens qui me connaissent, beaucoup de mes collègues au Parti républicain m'ont totalement ignoré, évité ou ghosté. C'est surtout la famille, c'est dur. La fête familiale de Thanksgiving a été annulée. Ses parents ne comprennent pas son engagement. Sa femme non plus. Vous n'avez pas d'autocollant pour dire pour qui vous votez sur la voiture ? Non, c'est la voiture de ma femme, Erika. Ça la rendrait folle. Elle soutient Trump et elle déteste Harris. Elle les hait tous. Biden, Obama, Harris. Ça ferait une bonne discussion à la maison. Ce soir-là, justement, Bob et Erika vont parler politique et ce sera la première fois depuis le résultat de l'élection. Ils nous ont donné rendez-vous pour regarder ensemble le discours de Kamala Harris en direct qui reconnaît la victoire de Donald Trump. Mariés depuis plus de 30 ans, ils ont les deux toujours été républicains, mais ils ne voient pas du tout l'avenir de la même manière. Erika, comment vous vous sentez avec ce résultat ? Très heureuse. Et vous, Bob ? Je m'inquiète pour l'avenir de notre nation. Je suis stupéfait que l'on remette quelqu'un comme ça au pouvoir. Pourquoi c'est si difficile pour vous d'être sur la même ligne ? Je crois qu'on est sur la même ligne, mais il a dérivé vers l'idée folle que cet homme est maléfique, que c'est un nazi, qu'il va détruire notre pays. Ça ne va pas arriver. Je pense que ça va arriver. Si ce n'est pas avec lui, ce sera avec ceux qui sont derrière lui. Trump est ce qu'il est, un fanfaron, un menteur. Même s'il est lui-même inoffensif, sa rhétorique et la manière dont les gens le suivent sont dangereux pour moi. Ça, je suis d'accord. Après, c'est peut-être du délit de faciès. Mais Bob, que son nom de famille soit Hernandez, ça m'étonnerait qu'à moitié. Et du coup, t'imagines la violence
que sa femme soutienne Trump, qui a traité de tous les noms les latinos, et t'as le mari qui est là genre, en fait, peut-être que cette fois je soutiens pas le parti républicain. Ouais, mais moi je pense, pareil, on s'immisce dans la situation personnelle des gens. Non, mais ils ont un manque de communication, là, déjà. Ça repart mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, tu te poses avec ta femme et tu dis, bon, on va discuter là de ce qui nous sépare vraiment, parce que si je m'apprête, je te dis direct, Erika, demain, j'ai ma tête sur tous les billboards de la ville. Donc là, il va falloir qu'on discute, en fait. Pourquoi quoi? Et là, elle va dire, mais non, c'est pas Ivo. Et il va lui montrer, regarde là, il mangeait les chats, les chiens. Erika, est-ce que tu crois que nous mangeons les chats et les chiens? Là, à partir de là, t'arrives vite à une discussion constructive. Oui ou non? Oui. Bon divorce. Non. Viens, on avance ensemble. Il y a encore une place sur le billboard pour toi aussi. Allez, et c'est comme ça qu'on règle les conflits. Mais toi, en fait, là, tu devrais faire des conseils conjugaux. Oui, surtout sur le vote. Surtout sur le vote. Ah d'ailleurs, passage, un podcast. Il y a un podcast où la meuf, France Insoumise, extrême gauche et tout, elle gars Marine Le Pen. De famille. Lui, il vient d'une famille d'extrême droite et tout. Et puis en fait, passage, le concept, c'est dans le podcast, chacun raconte sa vision du truc. Oh non. Et du coup, lui, il lui a proposé au premier date de faire un footing avec ses potes royalistes. Et ensuite, t'as elle qui arrive sur elle qui a la parole, qui est là, genre. Et là, en fait, t'entends lui, genre, moi, je lui proposais juste un truc avec mes potes, je sais pas, on se kiffe et tout. Et elle, genre, j'étais à 2 doigts de pleurer, tout mon monde s'effondrait, puis j'ai pas accepté le footing avec ses potes royalistes, mais je suis quand même allé le revoir et tout, puis ils ont construit une relation et tout. 10 ans, ils sont ensemble. Et moi, tout le long, je pétais un câble, j'étais là, mais. France Insoumise, mais genre toi t'étais Marine Le Pen avec la meuf. Non, c'est vrai, mais c'était sur mon téléphone le podcast. Okay. J'étais là, non mais impossible. Bref, parenthèse fermée. Mais la réalité, c'est qu'en 2016, il y avait encore une mouvance respectable au sein des Républicains qui pesait encore un certain poids, genre McCain, Chesney, alors que maintenant ils sont quasiment tous trumpistes au sein du parti. Oui, et en plus de ça, maintenant ils ont la Chambre des représentants, le Sénat et la Cour suprême à grosse majorité trumpiste. Donc c'est open bar. Ça va être beau. Le couple tient bon en évitant le sujet autant que possible, mais c'est plus compliqué avec les parents de Bob. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils discutent pas! Mes parents sont fermés et très accrochés au culte de Fox News. Ils regardent cette chaîne 6 heures de suite et après ils m'appellent pour m'engueuler car je suis républicain contre Trump. Et ils m'ont même demandé si j'étais impliqué dans la tentative d'assassinat de Trump. Le jour de l'élection, Bob gérait le bureau de vote de son quartier. Un petit bureau où tout le monde se connaît depuis toujours. Avec Bernie Sanders au fond. À l'extérieur, Kelly et April sont les représentantes démocrates et républicaines pour guider les électeurs dans leur vote. Les deux voisines se retrouvent ici à chaque élection, mais depuis Trump, ça n'est plus pareil. Avec votre collègue, vous arrivez à parler ? Oui, on parle, on se connaît depuis des années, mais le sentiment maintenant, quand on se parle, est très différent. Avant, les uns étaient pour ou contre l'avortement, pour ou contre tel ou tel impôt, mais là, ce n'est plus possible de trouver des terrains communs de discussion. Là, maintenant, c'est littéralement genre la CIA contrôle nos élections et les bulletins de vote ne seront pas comptés. La dose de mensonges et de désinformation est énorme. Elle en peut plus. Ouais. Elle est vraiment là, genre avant, on avait un peu... Mais en vrai... Parce qu'autant, on n'est pas fan des démocrates, mais ça doit être un bordel de débattre là-bas. Quand t'as ce niveau... Ouais. Quand t'as ce niveau de cerveau finito, quoi. Et vous, April, vous craignez des fraudes dans le vote aujourd'hui ? Absolument. J'ai entendu que c'est la CIA qui organise notre élection, la CIA et d'autres à travers le monde. Vous pensez aussi comme Kelly. Toujours aussi fatigué, l'autre. Genre en mode, t'es en boucle, Corinne, t'es en boucle. On est dans le même pays. On comprend pas. C'est devenu difficile de parler les uns avec les autres. J'ai 5 enfants et mes 3 fils ne me parlent plus depuis des années. Pourquoi ? Parce que je vote Trump.
Du coup, je ne peux pas voir mes petits-enfants. En même temps, c'est triste, genre. Moi, ça me fait trop penser aussi quand même aux gens qui se font prendre dans des sectes et ensuite qui se coupent de leur famille, quoi. Enfin, c'est triste. Mais après, toi... Moi, je vois avant tout l'humain. Tout l'humain. Non, mais franchement, t'as un membre de ta famille qui part, qui disjoncte. Parce que nous, on a quand même une tolérance au niveau de la droite. Quand c'est la famille. Bah, il faut. En tout cas, je parle pour moi. Oui. Avec les proches. Mais c'est vrai que moi, si je commence à entendre des trucs délirants comme ça et tout, ça va plus être drôle de se voir, quoi. Moi, ça dépend de l'avancée du repas, en vrai. Quand on est à l'entrée, ça dépend. Je laisse encore glisser. Au dessert ou au pouce-café, en général... On parle même pas si y a la petite Williamine à la fin, là, c'est... Là, on parle, mais avec une forte taux de décibels, si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que tu m'as déjà entendu quand j'ai bu un petit peu et que je commence à pousser dans les décibels. C'est déjà arrivé une ou deux fois où ça, c'était costaud. Le sol tremble. Non, mais heureusement, on n'a pas ça dans nos familles. Hein. Après, moi, j'ai de la droite dans ma famille, bien sûr. Hein. Et ouais, Fanaglas, moi aussi, j'ai une forme de compassion et j'arrive pas à... Enfin, c'est compliqué parce qu'en même temps, c'est des racistes finito, des sexistes, à suivre un fasciste et à voter pour un fasciste. Et en même temps, il y a cette compassion parce que, pour moi, les individus, et je me mets également dans cette règle-là, ne sont pas des êtres 100% rationnels et ne réfléchissent pas à leur vote exactement comme on réfléchit à... Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Ça, on peut le dire. Mais posé intellectuellement. Pour ma part, j'ai de la compassion et tout ce que tu décris. Si elle avait pas sa putain de pancarte et qu'elle était chez elle et que juste elle met son bulletin de vote, machin. À partir du moment où t'as le culot d'aller essayer d'influencer des gens et de sortir dans la rue et de faire croire que tu as des arguments, j'ai aucune pitié pour les gens qui n'ont pas au moins d'arguments à partir du moment où ils se mettent devant. Alors toi, ce qui te choque, c'est sa pancarte. Moi, ce qui me choque, c'est son bob avec le truc qui l'étrangle comme ça. C'est la CIA qui contrôle les votes. Mais... Oui. C'est douloureux. C'est vrai, c'est sûrement son seul lien social. Vous avez raison, oui. Lors des 2 dernières élections, nous avions rencontré un autre couple aux opinions politiques divergentes. Samuel, le démocrate, et son épouse Connie. Pour moi, il n'est pas digne de confiance. Mais à part ça, ils font exprès. Ils font exprès de prendre à chaque fois les couples où c'est le ou la racisé qui vote pour Trump. Mais c'est pas possible. 99% des couples ne sont pas comme ça. C'est pas possible. Et surtout, je pense que 99% des couples votent de la même manière. Oui, en plus. Oui, parce que l'influence politique principale, que ce soit en Suisse ou ailleurs, c'est le cercle social restreint. Salut, pouvez-vous nous dire ce que Trump a fait ou dit de fasciste? Coucou mon tout. Alors, premièrement, on n'est pas des professeurs d'université de sciences politiques. On va pas faire non plus un cours sur le fascisme, etc. Salut François, big up pour tes statuts toujours, hein. En argile, tout ça, on adore. Quoi? Ok. François Montou, c'est ce monsieur qui fait des... Ah, ok. Des statues et que les télés du monde entier viennent lui demander mais comment il fait ces statues en argile en haut de la caserne de bière. Le fascisme se caractérise en grande partie, entre autres, par la volonté de faire vivre un récit national d'un passé glorieux d'une nation. Donc ça, c'est coché avec Trump rien que par son slogan « Make America Great Again », parce que ça fait référence à un moment où c'était mieux l'Amérique, alors qu'en réalité, c'est très questionnable. Donc ça, c'est le premier point du fascisme. Ensuite... Désignation d'un ou de plusieurs boucs émissaires qui, comme par hasard, sont souvent des minorités et qui sont les personnes les plus vulnérables. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est désigner un ennemi de l'intérieur et un ennemi de l'extérieur. Ce principe de ennemi intérieur et extérieur est extrêmement essentiel.
sous le fascisme de Mussolini ou de Hitler, c'était les francs-maçons, les communistes et les juifs, en général, avec aussi les homosexuels, d'autres, mais en grande partie dans leur discours. Aux États-Unis, c'est le Deep State. Le Deep State est réellement une théorie fasciste qui considère qu'il y a un ennemi de l'intérieur qui est en train de planifier la destruction des valeurs américaines. Rebelle suisse. Et l'ennemi extérieur, c'est principalement les immigrés, mais aussi, par exemple, les Chinois ou la Russie, qui peuvent être en partie de réels ennemis, mais qui est suralimenté dans le discours. Attends, suralimenté dans le discours, et aussi la principale différence, c'est que tu dis pas notre ennemi est la nation, enfin l'État chinois, tu parles des individus en fait. Quand il dit il mange les chats et les chiens et tout le bordel, il parle pas d'une menace, par exemple d'un État qui serait hostile aux États-Unis, genre la Corée du Nord, il va te parler des gens. Il va te dire ces gens-là eux-mêmes sont des menaces. Et comme ça, les gens peuvent s'identifier parce que la plupart des Américains beaucoup d'Américains voient des Latinos absolument tous les jours. Et tu voulais dire encore un truc ? Ensuite, je voulais arriver parce que Panaglas dit que je bégaye. Non, c'est juste que tu peux pas définir le fascisme uniquement par la destruction de l'état de droit. Il y a quand même d'autres principes fondateur du fascisme, mais effectivement, le principe de la destruction de l'état de droit, donc selon lequel les gouvernements sont pas supérieurs aux droits essentiels d'un État, mais inférieurs et donc doivent suivre ces lois essentielles, en général la Constitution, le fascisme remet en question cette hiérarchie du gouvernement en dessous de la loi, et c'est ce que Trump fait, notamment avec l'attaque du Capitole, où il ne reconnaît pas l'élection de Joe Biden. Les institutions, avec toutes ces théories du complot, elle, quand elle dit c'est la CIA, c'est je sais pas quoi, c'est juste du bourrage de crâne et de la propagande de Trump, une propagande qui est fasciste, ou en tout cas qui prépare l'arrivée du fascisme. C'est une tendance. Est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on est sous le fascisme ? Franchement, perso, je pense pas encore, mais c'est une tendance qu'on voit partout, qui est l'idée par les États-Unis, mais qu'on voit aussi en Europe. Et le truc, c'est que, je sais plus qui disait ça, mais souvent, quand le fascisme existe dans le temps présent, c'est difficile de l'analyser parce que il vient rarement en tapant à la porte en disant « Coucou, je suis fasciste ». Et c'est ça un biais qu'on a souvent aujourd'hui, c'est que les gens vont te rétorquer « Non, ils sont pas fascistes », en gros parce qu'ils n'ont pas un brassard rouge et pas une petite moustache. Et ça passe parce qu'à l'école, on t'a appris que le fascisme, c'était les nazis, c'était Hitler, c'était Mussolini, tous ses potes, tout le bordel. Alors, entre autres, et c'est eux qui développent vraiment les théories fascistes, mais le fascisme s'adapte également à son temps. Ouais, et aussi quand tu vois la décomplexion dans laquelle on va en fait. Oui, la tendance est fasciste. Moi, ça m'avait tellement choqué. Et j'étais choqué qu'en Suisse, on soit pas choqué quand Trump a fait le ban des musulmans. Ouais, quand il a dit les musulmans, ils rentrent plus dans le pays, c'est appliqué à moitié parce que comment tu vas le faire juridiquement ? Les lois aux États-Unis te permettent pas d'appliquer ça comme ça. Mais en tout cas, c'est une phrase qu'il a dite dans la plus grande des décomplexions. Et pour moi, avec ce qu'on m'a appris, ça faisait directement allusion à l'étoile juive. Oui. Directement. Par rapport à la religion, on te dit toi tu rentres pas, et on veut mettre ça dans la loi. Et puis quand on voit l'impact que ça a eu, alors à l'époque les gens avaient un petit peu gueulé, mais sauf qu'on en a entendu tellement des comme ça, avec tellement de désinformation, que du coup maintenant, même quand il y a des choses qui te rappellent plus ou moins directement ce qui s'est passé et ce qui fait directement allusion à l'image qu'on a du fascisme, ça veut dire des gens avec des grandes bottes et puis des brassards, et ben maintenant ça fait plus autant de bruit, ça fait plus autant bouger les choses, et du coup tu vois clairement que le terrain commence à être de plus en plus favorable à l'arrivée d'un fascisme qu'on a étudié dans les livres d'histoire. Et j'ai encore deux points importants par rapport au fascisme. C'est premièrement la volonté de restreindre les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'est ce qui permet de remettre en question les actes et les décisions du gouvernement et d'un État. Les contre-pouvoirs, en général, c'est les syndicats, les associations, les journalistes. Ça, le fascisme les déteste parce que ça remet en question le pouvoir fasciste, et c'est ce qu'on voit avec Trump, c'est qu'il remet en question systématiquement les médias notamment. Encore un point, et peut-être qu'on peut s'arrêter là, c'est la compétition. Dans l'idéologie fasciste, la compétition, que ce soit entre la nation et les autres,
où la compétition à l'intérieur de la nation pour faire valoir les personnes les plus fortes, les plus compétitives, etc., est un point essentiel de l'idéologie fasciste. Et dans les théories masculinistes que Trump véhicule, il y a cette idée de compétition au sein même de la nation pour faire en sorte que ce soit le meilleur qui gagne et qui dirige la nation. Si c'est des questions qui vous intéressent, il y a Umberto Eco, un auteur italien qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment reconnaître le fascisme » et qui est un peu une référence en la matière pour ne pas tomber dans les facilités, comme on l'a dit avant, de le fascisme, c'est juste quand tu as une petite moustache. J'avais lu la doctrine du fascisme et j'avais surtout noté que l'État est la finalité de tout projet individuel, culturel, religieux. En cela, il me semblait peu fasciste et clairement libéral, individualiste. Merci de m'avoir donné vos points de vue. Ah, bah avec plaisir. Mais de nouveau, Umberto Eco, Comment reconnaître le fascisme, est une référence en la matière. Je crois 14 points, mais... Et puis attends, notez que l'État est la finalité de tout projet individuel, culturel et religieux. Bah, si c'est ça, un des plus grands warnings du fascisme, on y est aussi avec Trump. Hein. Alors, comment il s'appelle ? Un historien français du fascisme, Johan Chapoutot, voilà. serait en grand désaccord avec cette idée du fascisme parce que justement il a développé une analyse du fascisme hitlérien qui montre qu'en fait l'État était réduit à peau de chagrin, contrairement à ce qu'on a un peu en tête. Et qu'en fait, il ne voulait pas avoir un État fort, mais avoir des formes d'administration mouvantes fortes, ce qui est un peu différent. Ouais, on n'a rien compris. Regardez les conférences de Johan Chapoutot sur cette question. Trump jusqu'à la fin. En 2016, Connie, qui a vécu au Salvador puis à Payerne, se découvrait une passion pour le candidat Trump. À Payerne et au Salvador. Est-ce que mon mari est là? Non. J'ai pour des milliers de dollars d'accessoires Trump. Il ne le sait pas. En 2020, l'admiration virait à l'obsession. Ah, mais ça, c'est le brouillard. Ça, c'est le brouillard-broyard qui lui est monté à la tête. Elle n'a pas supporté. Hein. En faisant du Salvador, elle n'a pas compris la météo. Payerne, non, c'est bien Payerne. Je suis originaire de Payerne. C'est bien Payerne. Bah, ça peut monter vite à la tête aussi. Hein. Quand t'es pas habitué, ça prend. Cette fois, c'est seul que nous avons retrouvé Connie. Elle nous donne rendez-vous en cachette de son mari, qui ne veut plus entendre parler de Donald Trump. Il faut dire qu'après la dernière élection, pourquoi vous restez ensemble, les gens ? Illustrée. Elle fait partie des Trumpistes qui ont envahi le Capitole. Le FBI parviendra à l'identifier. Une payernoise au Capitole ! Non, pas une payernoise. Une meuf qui a vécu à Payerne. Incroyable! Mais c'est super! Fiché grâce aux images de presse et de vidéosurveillance prises ce jour-là. Mais elle n'est pas dans la merde! Elle peut parler à la télé suisse. Lorsqu'il a dit à tout le monde d'aller au Capitole, Qui ça, Trump? Oui, Trump a dit « Allez au Capitole pacifiquement ». Alors tout le monde dans mon groupe, on était 7, on a décidé d'y aller immédiatement. Il y avait des centaines et des centaines de gens qui y allaient. C'était un océan de gens. J'ai dit à mon copain Steve, « Regarde, on doit y aller ». Il était un peu hésitant. J'ai dit, « Bien sûr, on y va. C'est une chance unique dans notre vie. » Et on est entré. Mais elle est pas... Les drapeaux... Ah ouais, non, mais là, moi... Thin Blue Line, et ça, j'ai l'impression que c'est une réinterprétation du drapeau de la marine allemande sous le Deuxième Reich. Alors, bon... Référence un peu pointue, tu me diras, mais je crois que c'est une version de ce que Freisinger avait... Ah oui, juste. Avec des runes nordiques. Tous les red flags sont là par rapport au néofascisme. 35 minutes dans le Capitole. 6 mois plus tard, le FBI débarque chez Connie et son mari. Elle est arrêtée et condamnée. Elle échappe à la détention en échange de travaux d'intérêt général. Depuis, elle fait profil bas
et évite de trop se faire remarquer dans les lieux publics. Mais a quand même accepté cette interview en exclusivité pour la RTS. Les gens du 6 janvier sont maintenant considérés comme les pires des pires. Coupables d'une insurrection, d'une attaque terroriste. Je ne me considère pas comme ça. Je voulais juste aider le candidat pour lequel j'avais voté. Mon mari pense que je suis derrière le gourou d'une secte. Eh bien, si ce gourou veut rendre l'Amérique meilleure, alors laissez-moi être dans cette secte. Païen de traumatisme. Depuis l'élection, cogné dans le camp des heureux. Comme cette grosse moitié de l'Amérique qui a paradé, manifesté ou simplement voté pas pour grosse Donald moitié. Trump. Mais la fracture va bien au-delà de simples divergences politiques et nul ne sait combien de temps prendra l'apaisement entre les Américains. En vrai, ça c'est la démocratie. On rigole, mais faut quand même oser parce que quand tu connais les tarés trumpistes, sachant qu'en plus c'est dans un pays où le port d'armes. Quand t'as une nuque pareille, tu penses c'est par balle le machin. T'as une nuque en Kevlar, mec, c'est bon, mec. Oh là là. J'ai juste repensé à un petit détail quand on parle d'une grosse moitié des États-Unis ou les votants. Les votantes. Puerto Rico. Oui, non, alors ça. Guam. Alors eux, ils sont toujours incroyables. Les Mariannes aussi, là. Ça, c'est incroyable. Eux, ils ont le droit à toutes les petites gâteries que les États-Unis leur ont apportées, c'est-à-dire le dollar. Ils ont un passeport, il est pété en deux. Ils ont un passeport américain où c'est écrit Puerto Rico et tu peux pas voter avec ça. Mais Trump va quand même à Puerto Rico. Il va quand même leur défoncer la gueule. C'est génial. Guam, ils peuvent pas voter, mais ils ont quand même une des plus grandes bases militaires américaines. Guam, en vrai, je pense que c'est juste la base militaire. Ouais. Tu dois avoir 1000 habitants à côté pour 20 000 soldats. Et quoi, ils ont pas le droit de vote? Ouais, bah ouais. Oui, parce que ça, c'est super. On oublie que les États-Unis ont encore des colonies. Ont des colonies. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Quand tu as un territoire qui n'a pas le droit de vote, alors que tout le reste de ton pays a le droit de vote. Imagine, tu viens des îles Vierges américaines. En face, t'as les îles Vierges britanniques. Tu t'appelles île Vierge. Ça veut dire personne n'a jamais mis un pied dessus. Je suis en train de me demander, elle s'appelle Vierge vraiment parce qu'il y avait personne ou parce qu'ils ont voulu effacer les traces des anciens habitants? Je sais pas pourquoi ça s'appelle île Vierge, mais je pense que c'est ça. C'est parce qu'ils sont arrivés, puis il y avait rien, puis ils se sont dit putain, c'est des îles rien. Allez hop. Oui, mais ça peut être genre, oh, il y a rien. Et là, tout à coup, t'as un autochtone qui fait, non, non, on est là et bam. Non, il y a rien. Y a rien. Et puis les 3 qui restent, bah, vous aurez pas le droit de vote. Allez. C'est génial.